Bonjour à tous, comme je n'aurai pas le temps de traiter en classe ce corrigé, je vous fais une petite vidéo pour que tout soit bien expliqué. Alors vous aviez un contrôle donc qui portait sur les espaces productifs français, espaces productifs que nous avions vus en cours, et un sujet qui n'est pas forcément facile mais qui est un vrai sujet du brevet, à savoir la mondialisation transforme les espaces productifs français. Vous traiterez au choix espace productif industriel ou espace productif agricole ou espace productif touristique ou espace productif d'affaires. Vous devez vous appuyer sur un exemple étudié en classe. Alors étant donné que nous n'avions pas vu du tout d'espace productif d'affaires, cette proposition-là devait être ignorée. Donc vous deviez choisir un des trois espaces productifs précédents, donc industriel, agricole ou touristique, en vous appuyant sur un exemple étudié en classe. Pour la carte, je vous laisserai regarder la carte de votre cours, qui n'est pas différente. Donc il n'y a pas de grande surprise de ce côté-là. Alors je vous propose 3 corrigés, un correspondant à chacune des propositions. Et donc on commence tout d'abord par les espaces agricoles. Alors en introduction, comme toujours, on reprend les mots du sujet et on présente de quoi on va parler. Évidemment, comme il y a des termes qui sont difficiles, c'est bien de commencer par les définir. Donc je vous propose comme introduction, les espaces productifs sont des espaces aménagés qui produisent de la valeur, c'est la définition. Les espaces productifs français sont largement transformés par la mondialisation, c'est le sujet. Nous tenterons de le montrer à travers l'exemple des espaces agricoles français. C'est donc, je présente ce dont on va parler. Alors pour ce sujet-là, on n'avait pas vu d'études de cas précises, donc les exemples restent très généraux. Alors, dans mon premier paragraphe, je vous laisserai le lire, je commence par présenter les caractéristiques de l'agriculture dominante, en faisant toujours le lien avec la mondialisation. Je dis qu'elle est moderne pour s'adapter à la mondialisation. Donc là, évidemment, il fallait parler de la grande agriculture céréalière, que nous avions représenté sur votre carte, là, en jaune, vous voyez, évidemment l'indiquer dans la légende. Là, moi, ma légende, elle n'est pas complète, mais il fallait mettre donc les espaces agricoles français dominants, agriculture céréalière intensive et productiviste, et donc on notait, on les indiquait dans le bassin aquitain et dans le bassin parisien. Et on expliquait donc que c'était une agriculture qui était très polluante, qui occupait beaucoup de surface au sol, qui a l'usage de pesticides et de machines agricoles. Donc c'est le type d'agriculture que l'on voit dans votre livre, ici en jaune et en vert foncé, et donc qui correspond à l'agriculture mécanisée, que l'on voit ici avec la moissonneuse-batteuse et évidemment l'emploi de pesticides et d'engrais chimiques. Ensuite, donc, on continue en parlant de l'agriculture spécialisée tournée vers l'exportation, c'est-à-dire le vignoble français pour la production de vin. Il faut absolument parler de cette agriculture parce que c'est l'agriculture qui s'exporte le mieux. Et comme je le dis dans le corrigé, donc c'est aussi une agriculture qui se vend très bien, puisque les vins français étant réputés dans le monde entier, eh bien forcément c'est des produits qui sont vendus avec une forte valeur ajoutée. Donc vu que le sujet c'est la mondialisation, c'est une agriculture qui est très très bien insérée dans la mondialisation. Dans votre livre, je vous montre une carte qui illustre donc ces ventes des vins de Bordeaux, les 15 premiers marchés à l'export, et on voit donc qu'ils sont vendus non seulement dans l'Union européenne, mais également en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, donc dans les pays qui sont les pays les plus développés et où il y a un marché parce que la population est suffisamment aisée pour acheter les vins français qui sont très chers. Donc ça c'était pour la deuxième partie. Et enfin on pouvait dire également en dernière partie qu'il y avait une agriculture qualitative moins polluante, c'est-à-dire l'agriculture qu'on appelle labellisée, c'est le mot qui veut dire que c'est certifié biologique, AOC, c'est les appellations d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée. Donc là c'est une agriculture c'est des petites exploitations agricoles, c'est moins productiviste, les rendements sont moins élevés et ça coûte plus cher à produire.
C'est des exploitations qui peuvent vendre des produits de qualité, mais en moins grande quantité. Donc c'est pas forcément les exploitations dominantes, parce que forcément, donc c'est des agriculteurs qui en général gagnent moins bien leur vie. Néanmoins, ça se développe parce qu'il y a une très forte demande d'agriculture plus respectueuse de l'environnement et de plus grande qualité. Et en conclusion, donc, j'ai écrit, on voit donc que les espaces productifs agricoles français sont dans l'ensemble bien insérés dans la mondialisation, mais que cela ne va pas sans un impact important sur l'environnement. Voilà pour l'agriculture. On va maintenant passer aux espaces productifs industriels. Alors, pour les espaces productifs industriels, vous remarquerez que l'introduction est la même au départ. La définition des espaces productifs, des espaces aménagés qui produisent de la valeur, les mots du sujet. Les espaces productifs français sont largement transformés par la mondialisation. Et ce dont je vais parler, c'est là que ça change. Nous tenterons de le montrer à travers l'exemple des espaces industriels français. Alors, pour les espaces industriels, vous aviez un exemple dans lequel vous deviez puiser. Le piège, c'est de faire juste une présentation de PSA, Sochaux, comme dans l'étude de cas qu'on a été en cours, sans faire le lien avec le sujet. Donc c'est pas forcément facile, mais c'est ça le défi. Et vous pouvez vous servir du corrigé comme exemple pour vos futures fiches et pour un développement construit de ce type si vous en aviez au brevet. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'étude de cas, mais généraliser. Donc on commence par présenter en général l'industrie en disant que à l'heure actuelle, je vois qu'il y a une faute d'orthographe chez moi que je vais corriger tout de suite, à l'heure actuelle, il y a un recul de l'industrie dans la production française. Elle ne représente plus que 13% du PIB et cette part n'a fait que décroître. Cette évolution est en grande partie due à la mondialisation. Donc dans cette phrase, je fais le lien avec le sujet. Et ensuite, du coup, j'insère l'exemple de PSA Peugeot Citroën en disant que PSA, c'était un site industriel extrêmement important et que ce site industriel a énormément régressé suite aux délocalisations. Donc, comme on l'avait vu en classe, hein, on avait vu que PSA, qui était le premier site industriel français, qui est peut-être toujours en emploi direct, hein, avait été énormément modifié donc par l'automatisation. Et on avait vu également que les délocalisations avaient engendré des baisses d'emplois consécutives. Et donc, c'était passé de environ 40 000 emplois à la fin des années 1970 à 8 000 emplois à l'époque actuelle. Donc, un site qui connaît une forme de déprise industrielle. On peut aussi ajouter dans cette partie, donc qui parle de la crise, que l'impact est encore plus fort dans les régions industrielles traditionnelles. Et donc là, je fais référence aux régions qui sont les régions les plus touchées par la crise. On voit hein, le Nord, la Lorraine, la région de Saint-Étienne. Ce sont les anciens bassins miniers où on pratiquait une agriculture traditionnelle, une industrie traditionnelle. Donc l'extraction minière et la transformation liée à cette extraction. Ici, en Lorraine, c'est l'industrie textile. On peut dire que ces industries ont presque totalement disparu de France. Il n'y en a que des survivances. Et que du coup, ces espaces sont transformés. J'ai ajouté dans le corrigé, je dis que aujourd'hui, il y a plein d'anciens espaces industriels qui sont transformés en espaces tertiaires parce qu'il n'y a plus d'emplois dans l'industrie. Et donc, ce sont des régions touchées par le chômage. Alors, en deuxième partie, je parle des espaces industriels bien insérés dans la mondialisation. Et donc, je dis que c'est dans le domaine des hautes technologies, puisque en France, il y a des formations de qualité qui donnent une main-d'œuvre également hautement qualifiée, qu'on ne délocalise pas forcément. Et donc, ça va se situer, dans la production aéronautique. Hein. Dans votre livre, on voit, il y a l'exemple de l'usine Airbus à Toulouse. On voit également le territoire Paris-Saclay. Donc Saclay, c'est dans la banlieue parisienne. On n'en a pas parlé en classe, mais je vous en dis quelques mots. C'est un site dans lequel où on a associé des grandes écoles françaises, où on forme des ingénieurs et où se sont installées plusieurs entreprises dans le domaine de l'innovation. Et donc là, on insère de nouveau notre exemple de Sochaux en disant que à Sochaux, l'emploi qui se maintient, c'est l'emploi lié
à la recherche et au développement. Donc c'est l'emploi hautement qualifié qui est lié à la conception des nouvelles voitures, mais pas tellement à la production. Donc sur 8000 employés, la moitié sont dans le domaine de la R&D. Et là, donc vu que je parle des espaces bien insérés dans la mondialisation, je dis qu'ils se localisent dans les aires urbaines, où se trouve la main-d'œuvre, qui sont dans les espaces les mieux interconnectés, et je parle de la liaison importante avec les grands ports du Havre et de Marseille. Et je conclus en disant, les espaces industriels français sont intimement liés à la mondialisation, certains en bénéficient quand d'autres sont en déprise en raison de ses conséquences. Voilà pour les espaces industriels, donc en panachant les généralisations et l'exemple précis lié à l'étude de cas. On passe maintenant aux espaces touristiques. Alors les espaces touristiques, ce sont les espaces qui sont aujourd'hui les mieux insérés dans la mondialisation puisqu'on a une économie essentiellement tertiaire. Mon introduction est toujours la même, je change juste, au lieu de mettre espace agricole ou industriel, je mets espace touristique français. Alors, là aussi, je commence par les généralités sur les espaces touristiques, où je dis que la France est la première destination touristique mondiale, et je parle des nombreux atouts de la France pour le tourisme, et je fais la liste en fait des différents types d'espaces touristiques français. Littoral entièrement aménagé pour le tourisme balnéaire, que vous aviez placé sur votre carte. Des monuments historiques, c'était noté dans votre fiche, situés dans les aires urbaines, mais aussi dans certains espaces peu urbanisés, comme par exemple les châteaux de la Loire. Les montagnes aménagées pour le tourisme hivernal, ça on n'avait pas parlé, mais j'en profite pour en parler. Donc le ski dans les Alpes et dans une moindre mesure dans les Pyrénées. Et j'ajoute, ce qui a été noté dans votre cours, tout le territoire français peut devenir un espace touristique s'il est bien relié au territoire. Pour vous donner un exemple de tourisme vert, il y a certaines régions qui sont des régions qui sont très peu densément peuplées, où il n'y a presque pas d'habitants, où le tourisme s'est beaucoup développé. Là, vous voyez, par exemple, c'est l'Ardèche qui développe énormément ce tourisme. Donc c'est en général un tourisme plus respectueux de l'environnement, avec de nombreuses activités nature. Ça peut être donc là, comme on le voit, du canoë, ça peut être de l'escalade, des balades dans des forêts et visiter des villages typiques, enfin toutes sortes de tourisme qui se développent à l'heure actuelle et qui dynamisent des régions qui sont par ailleurs peu peuplées et où il y a relativement peu d'emplois et peu d'emplois tertiaires. Donc le tourisme vert, ça fait partie des activités qui se pratiquent en France. Donc après avoir fait ce tableau général, eh bien je passe à mon étude de cas. Donc là encore, c'est le piège, c'était de faire juste une présentation de Disneyland sans généraliser et sans faire le lien avec le sujet. Donc je dis que Disneyland Paris, c'est un excellent exemple d'espace bien inséré dans la mondialisation, qu'il est situé à proximité d'une grande aire urbaine, à savoir Paris, qu'il est très interconnecté puisqu'il y a de très nombreuses infrastructures de transport spécialement aménagées pour lui, comme on l'a vu dans l'étude de cas, et que c'est un parc qui génère énormément de valeur puisqu'il emploie 15 000 personnes et qu'il y a 45 000 emplois indirects créés dans son sillage. Les hôtels, les restaurants, centres commerciaux, uniquement des emplois donc liés au tourisme et des emplois tertiaires. Je refais le lien avec la mondialisation en disant que parmi les 15 millions de visiteurs par an, beaucoup sont des touristes étrangers. Et j'insère un petit mot sur l'actualité en disant que le site est très impacté par la crise actuelle, puisque justement, il n'y a plus, d'abord il est fermé, mais même quand il a été rouvert, les frontières étant fermées, il n'a pas du tout fonctionné au maximum de ses capacités. En conclusion, à l'heure de la tertiarisation de l'économie, 75% du PIB provient de ce secteur, les espaces touristiques, voire c'est même 80% en fait, les espaces touristiques sont des espaces productifs majeurs, bénéficiant largement de la mondialisation. Voilà pour se corriger. Donc vous voyez que sur les trois sujets, il fallait alterner les généralisations et les exemples, toujours en rappelant le lien avec le sujet. Sinon, vous risquiez le hors-sujet ou le survol du sujet. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir et à bientôt.